Donc, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir ici pour ce petit déjeuner. Merci. Ce que je vous propose comme agenda, c'est de commencer avec M. Chalmin, avec ensuite une petite partie questions-réponses. On continuera ensuite avec Évariste, pareil sur le même timing, une demi-heure, et puis des questions-réponses si vous en avez. Et puis on finira ensuite par des marketplaces. On aura différentes équipes qui seront positionnées dans le fond de la salle, qui viendront se présenter et qui pourront vous parler sur des sujets un petit peu plus précis, qui sont le biométhane. Il y aura également Monsieur Chalmin et puis Évariste de disponibles, et une partie sur justement l'initiative qu'on a sur les produits environnementaux. Voilà. Je vous laisse la parole. Bien. Merci beaucoup, et c'est un plaisir pour moi que de vous retrouver, non pas par le biais d'un écran, mais en live. La vie normale reprend. Alors pour moi, c'est d'autant plus un grand plaisir que de pouvoir vous présenter physiquement le 36e rapport Cyclope sur les marchés mondiaux. Nous l'avons sous-titré cette année, et finalement ça colle assez bien, en réutilisant le titre du dernier livre de Stefan Zweig, Le monde d'hier. Et c'est vrai que, bien au-delà des marchés, je pense que le Covid, plus la guerre en Ukraine, bien ça représente une rupture fondamentale, que le monde de demain sera probablement, de ce point de vue-là, assez différent du monde d'hier. Alors je vous signale que vous trouverez à la sortie des clés USB, ce qui est quand même vachement plus pratique. Vous aurez à la fois la version française et anglaise de ce modeste opus que j'offrirai. Non pas, je l'offre pas, il est légitime que Évariste, qui en a rédigé la partie gaz naturel, puisse en avoir un exemplaire papier. Alors, bon, agenda, hop, on passe. Ça, c'est moi, ouais. Bon, donc, tempête sur les marchés mondiaux, énergie, agriculture, industrie, logistique. Je vais me concentrer un peu sur tout, mais je serai assez rapide, bien entendu, sur les questions de gaz et d'électricité, parce que, pour l'essentiel, Évariste est infiniment plus compétent que moi en ce domaine. Je voudrais simplement, parce que ce terme de tempête, on peut éventuellement ne pas le mesurer totalement, vous ramener 2-3 mois en arrière. C'était entre le 8 et le 15 mars 2022, et nous avons assisté à une période littéralement de folie sur les marchés mondiaux. Le nickel, nous étions le 7 mars au soir. Il avait clôturé, ce qui était déjà assez exceptionnel, à 45 000 $ la tonne. Vous voyez que par le passé, je dirais qu'il s'était baladé entre 10 et 20 000 $ la tonne. Et le lendemain matin, dans le petit matin blême de l'Asie, le prix du nickel est monté à 100 000 $ la tonne, avant que le LME ne soit obligé de fermer le contrat, ce qui est d'ailleurs un déni total de justice financière, de décider que le settlement se ferait. Bon, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Mais merci Philippe. Ce que je retiens moi, c'est que tu crois beaucoup au gaz pour la transition. Et après, il faut savoir de quel gaz on parle. Est-ce que c'est le gaz gris? Bon, le gaz du monde d'hier, comme dans le titre de Cyclope, qui est aussi un peu le gaz du monde d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est le gaz vert? Un peu le gaz d'aujourd'hui et beaucoup le gaz de demain, mais ça on en parlera tout à l'heure. En attendant, on va essayer de balayer un peu l'actualité de nos marchés gaziers, en commençant par le GNL. Bon, c'est pas très courant. Pourquoi le GNL? Parce que la crise russe nous a précipités dans un monde où on est obligé de partager les ressources, et notamment les ressources gazières, qui traditionnellement étaient plutôt du côté de l'Asie, pour ce qui concerne le GNL. Mais l'Europe manquant de gaz russe, évidemment, il va falloir compenser par beaucoup plus de GNL. Donc là, vous avez
allez, disons, 2 graphiques qui vous montrent un peu comment l'Asie, de par la modération de ses importations, a permis à l'Europe d'avoir beaucoup plus de GNL. Et si on parle d'Asie, c'est essentiellement la Chine. Bon, vous avez les chiffres, hein, au moins 29% d'importation de GNL en avril et en mai. Je vous rappelle que la Chine, c'est maintenant le premier importateur mondial de GNL, hein, depuis récemment, devant le Japon. Donc quand ça baisse en Chine, ça baisse fatalement sur l'ensemble de l'Asie, où on a fait moins 4% en avril, moins 7% au mois de mai. Tout ça a contribué à ramener beaucoup de GNL en Europe. Donc on parle de plus de 34% en avril, 38% au mois de mai. Ça a permis de compenser la perte du gaz russe, en partie. Mais maintenant, vous savez que depuis le 8 juin, on a un souci sur un terminal GNL américain, le terminal de Freeport, qui fait à peu près 20% de la capacité de liquéfaction du pays. Donc Freeport a été fermé suite à cette explosion. On pensait que ça n'allait durer que 3 semaines. Mais le 14 juin, l'opérateur nous dit que non, finalement, ça peut durer jusqu'à la fin de l'année. Ah ben, le marché n'a pas aimé parce que Freeport, bon, sur ses 22 BCM par an, il exportait en Europe à peu près 1 BCM, 1 milliard de mètres cubes par mois. Donc ça fait quand même beaucoup pour le marché européen. Donc il y a maintenant des inquiétudes par rapport à ces importations de GNL en Europe si jamais on n'arrivait pas à compenser la baisse de Freeport. Donc le gaz russe, on y vient. Donc graphique de gauche, je pense qu'il est assez éloquent. Les exportations de gaz russe vers l'Europe de l'Ouest avaient commencé à baisser dès le mois de mai, au moment où Gazprom avait coupé les livraisons vers un certain nombre de pays qui avaient refusé de se conformer au nouveau paiement en rouble. Bon, à la limite, quand c'est arrivé, le marché se disait oui, c'est une baisse, mais c'est encore gérable, parce qu'il faut toujours avoir en tête ce que ça donne sur le bilan spot, donc sur les stockages. Donc, c'est arrivé à un moment où les stocks se remplissaient plutôt bien, parce que la demande était faible, on avait du GNL, donc pas d'inquiétude particulière. 14 juin, nouvelle menace sur les livraisons. Là, c'est Nord Stream 1 qui a des soucis. D'abord, Gazprom nous a dit que c'était le problème de compresseurs qui avaient été envoyés au Canada, qui n'ont pas pu revenir parce qu'il y a les sanctions, donc voilà. Bon, en tout cas, résultat des courses, Nord Stream 1 qui, en début juin, produisait encore 166 millions de mètres cubes par jour, n'en produisait plus que 67 ces derniers jours. Donc, forte baisse. Donc, si vous additionnez ce que perd Nord Stream 1, donc on doit perdre à peu près 2 BCM par mois, vous l'additionnez à la perte sur Freeport 1 BCM, donc ça fait 3 BCM par mois. C'est facile de regarder sur la situation des stocks. Si chaque mois d'ici la fin de l'été vous perdez 3 BCM, c'est-à-dire que facilement vous effacez 10 milliards ou 11 milliards du niveau des stocks. Donc du coup, alors qu'on pensait que l'objectif qui avait été fixé par la Commission européenne, hein, donc je vous le rappelle, 80% de taux de remplissage donc au 1er novembre, donc qui a été validé, c'est hier, hein, donc ça avait été décidé par la Commission, c'est passé devant le Parlement, hier ça a été validé par le Conseil, donc c'est un objectif qui va passer dans la loi européenne, donc 80% de taux de remplissage le 1er novembre. Cet objectif, si vous regardez la pente de la courbe orange, il paraissait largement atteignable avant le 14 juin, mais maintenant le marché se dit, est-ce que ça va encore passer? Bon, ça peut encore passer, mais peut-être juste. Si on continue à avoir le gaz russe, les flux ont baissé, mais bon, ils ne se sont pas totalement arrêtés, et surtout si on continue à avoir du GNL. Le biométhane, je ne sais pas si c'est encore utile de le présenter. Donc c'est un gaz renouvelable qu'on fabrique à partir de déchets organiques, qui a exactement les mêmes propriétés que le gaz naturel, qu'on transporte et qu'on distribue sur le même réseau. Et donc, c'est une solution dans le fond. N'hésitez pas à venir me voir pour me poser des questions. Merci. Alors, bonjour à tous. Annie Diard, NG... pardon, excusez-moi. James, NG Global Energy Management and Sales. Christophe Casabonne, même équipe. Nous, on va faire très vite. On est là pour vous parler aujourd'hui de EMA. Donc EMA, c'est le Environmental Market Access Desk. Si vous voulez plus de précision, on va être juste en face. Ce dont on veut vous parler, on voit rien. Voilà. Oui, ok. Donc, ce dont on veut vous parler en fait de tous les produits que vous voyez là au milieu. Voilà, donc beaucoup de produits. On va parler vert,
Voilà, on a parlé beaucoup de gris aujourd'hui. On veut vous parler vert et on veut vous parler market access. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir quelque part au fond. Christophe, tu veux ajouter quelque chose ? Bonjour, donc Christophe Casabonne, même équipe environnementale de James. Je vois qu'il y a... Enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous avez entendu vous a coupé un peu l'appétit, mais je vois beaucoup de brioches sur la table. On va essayer de vous redonner un petit peu de sourire et d'envie d'y croire et de se battre pour cette transition énergétique qu'il faut faire en même temps, bien sûr, que d'assurer la sécurité de l'approvisionnement. Ces comos environnementaux, ce sont des attributs de la vente d'énergie. Okay, on part de là. Et ils se développent très vite comme des solutions, comme des commodities, comme des marchés qui vous permettent, en même temps qu'il faudra assurer la sécurité de l'approvisionnement, de continuer votre travail pour la transition énergétique. Juste avant qu'on soit à la marketplace, vous vous rappelez qu'il y a 3 grands piliers de la transition énergétique. Et je voudrais ici rappeler la tribune. Vous avez tous lu, comme nous, dimanche, cette tribune co-signée par notre patronne Catherine MacGregor, mais aussi le patron Total, le patron d'EDF. Vous avez vu cette tribune, c'est inédit encore une fois sur le fond et sur la forme. Et c'est quoi qu'on met en avant tout de suite là, dans cette tribune? C'est l'efficacité énergétique. Hein? Et en France, pour vous industriels, il y a les certificats d'économie d'énergie qui est le plus puissant levier de financement de vos travaux d'efficacité énergétique. Et donc on en parlera tout à l'heure, il ne faut pas oublier ça. Et on a, nous, chez Engie, beaucoup de chance d'avoir des sociétés, des équipes qui vont vous accompagner pour financer ces travaux d'efficacité énergétique. Je dis bien financer. Nous avons une grosse obligation au titre de ce dispositif. Nous sommes très preneurs de travailler avec vous sur ces sujets. Et puis c'est tout ce qui est verdissement. Vous l'avez compris, tout le monde veut des PPA, des CPPA, d'accord. Il n'y en a pas assez pour tout le monde, malheureusement. Il y a une autre façon de faire, en travaillant sur, au fond, quelque chose d'un peu désagrégé pour réagréger, donc de manière à refaire des PPA synthétiques, pourrais-je dire. C'est les garanties d'origine. On va vous en parler parce que ça, il faut vraiment regarder le truc aussi maintenant. Ça va vous aider à avancer sur votre chemin de transition énergétique. Et puis la décarbo, c'est l'objectif ultime, toujours. Hein. Une fois qu'on a réduit les consommations, on a aussi peu forcément décarboné, d'accord. On a substitué avec l'énergie verte, donc on a aussi décarboné, évidemment. Et puis il y a la compensation à la fin, il faut aller le chercher, hein, ce objectif de net zéro. La compensation, c'est quoi? C'est des produits qui s'appellent les carbon offsets, qui sont là, pour vous aider également à faire ce last mile, ce dernier pas, enfin ce dernier pas, enfin le premier, mais il y a le dernier aussi qu'on peut faire presque en parallèle, en même temps. Voilà, c'est tous ces produits. On a maintenant ce desk central pour le groupe, hein, donc ce desk EMA, au cœur de groupe, au sein de James, pour le groupe, le midstreamer environnemental, et c'est de ça dont on veut vous parler. Merci beaucoup. Merci à vous.